Bienvenue sur notre TV, merci de regarder l'invité, nouvel invité dans cette émission. Il fut député élu ou les mieux élus de la République dans l'ancienne législature, mais aussi vice-ministre de l'Intérieur. Nous recevons pour vous Basile Olongo. Bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Nous sommes heureux d'être en votre compagnie pour parler d'un certain nombre de choses, notamment l'actualité. Vous venez d'annoncer il y a peu votre départ du Front commun pour le Congo. Et vous le dites, c'est pour soutenir l'actuel président de la République. Alors, qu'est-ce qui justifie ce départ? Merci beaucoup pour cette question. Je tiens de prime abord à éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent et de ceux qui n'ont pas bien compris ou bien saisi ce que je voulais dire. J'ai fait voir à la population congolaise que la plateforme électorale FCC a été dissoute par un groupe de gens sans pour autant qu'on annonce ou qu'on le fasse savoir à tout le Congolais d'une manière générale. Seulement un petit groupe et aussi au ministère de l'Intérieur, là où quelques individus se sont retirés pour pouvoir créer le regroupement politique FCC avec comme coordonnateur le professeur Némi Mouilania et puis l'autorité morale Joseph Kabila. Donc, depuis un certain temps, les gens ne me voyaient pas avec les membres de ce regroupement politique-là. Et aujourd'hui, ou il y a peu, j'ai éclairé la population pour que l'on sache que cette structure n'existant plus, donc le FCC plateforme électorale, et étant donné que j'ai créé la coalition nationale populaire qui a comme objectif de rechercher la paix, l'émergence et de soutenir le président, le nouveau président, le président élu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ben, ça a attiré l'attention des gens pour parler de la démission au niveau de FCC. Ce FCC-là n'existe plus. Ça n'existe plus. Alors, que répondez-vous au cas de FCC après cette annonce qui qualifie votre départ d'un non-événement? Non, pourquoi ils appellent ça départ? Pourquoi ils disent ça non-événement? Vous savez, un sac de riz, il est rempli lorsqu'on met ensemble plusieurs graines. Moi, je ne suis pas n'importe qui dans le FCC. Dans notre pays, on a plus de 600 partis politiques, 700 partis politiques. Je suis parmi les partis politiques qui ont ne fût qu'un député qui siège à l'Assemblée. Donc, au sein du FCC, si aujourd'hui, on compte cette majorité au niveau du FCC, on compte aussi le député de mon parti. Pourquoi ils disent que non, tout ça? Aujourd'hui, si on doit financer les partis politiques, je suis parmi les partis politiques qui méritent d'être financés par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Le FCC est fier aujourd'hui de se taper la poitrine. C'est parce qu'ils comptent aussi sur le député de PCSD, mon parti. Pourquoi ils disent que c'est un non-événement? Un non-événement? Oui, parce qu'ils considèrent que le FCC, c'est l'ancienne majorité présidentielle, l'AMP, tout ça, ancienne majorité présidentielle. Donc, si c'est dans ce sens-là, ils ont raison. Parce qu'ils vont rester tels qu'ils étaient au départ. Et nous, si on est parti, on est venu rejoindre ce groupe-là au niveau du gouvernement. Si on est parti, c'est un non-événement. C'est un non-événement pour eux. Mais en termes statistiques, ça pèse parce que c'est un député de moins. Oui. Croyez-vous à la coalition FCC cash? Non. Les mensonges ne payent pas, ni l'hypocrisie, ça ne paye pas. La coalition FCC cash est assise sur l'hypocrisie et la nostalgie. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que, regardez, au départ, ce sont deux plateformes qui signent une coalition, un accord pour pouvoir réguler le fonctionnement des institutions. Pendant que le cash est resté plateforme électorale, le FCC plateforme s'est mué en regroupement politique oui. Avec des visées claires pour conquérir le pouvoir à tous les niveaux, en commençant par la présidence de la République. C'est-à-dire, tout en étant en coalition, il s'affiche
comme étant adversaire de l'actuel président, les combattre pour qu'il échoue. Ça, c'est quel type de coalition? Je ne crois pas à cette histoire. Et du coup, au cours de la célébration de l'anniversaire de votre parti, PCSD, Oui. vous aviez annoncé la coalition nationale populaire dans le but de soutenir le chef. Alors c'est quoi cette coalition? Pendant que vous êtes en coalition là-bas, vous créez une autre coalition? Cette histoire de la population ne se retrouve pas dans cette coalition-là, FCC, Cash. Ça, c'est une histoire qui nous crée des problèmes à tout moment. Et vous ne le remarquez pas, même vous-même. Cette coalition FCC Cash nous crée des problèmes à tout moment. La coalition nationale populaire, c'est cette méga structure qui fédère tout le monde, partis politiques, associations, personnalités politiques, tout ça, de chercheurs. On est là ensemble pour rechercher la paix dans notre pays. On est ensemble pour chercher l'émergence du Congo, travailler pour le développement de ce grand pays. Qu'est-ce que nous devons faire? Développer ce grand pays, la République démocratique du Congo, n'est pas le seul problème, la seule charge du président de la République. Et aussi soutenir la vision du président. Donc c'est pour cette raison-là que nous avons créé cette coalition. Aujourd'hui, nous avançons très bien et bientôt là, il y aura une sortie officielle parce que nous avons atteint les 26 colonnes qu'on cherchait au niveau de notre coalition, la coalition nationale populaire. Les 26 colonnes, c'est-à-dire les 26 représentants sur toute l'étendue de la République, toutes les 26 provinces sont valablement représentées et nous serons partout parce qu'aucun Congolais épris de bon sens va refuser la paix, va refuser le développement et va refuser de soutenir le président. Parce que si on soutient le chef de l'État, sa vision réussie, c'est les Congos et les Congolais qui bénéficient et qui en profitent. Donc la coalition populaire va bientôt être lancée, officiellement. Oui, officiellement. Officiellement lancée, les actions vont démarrer. Alors, ce qui a encore jeté tous les projecteurs sur vous, Monsieur Basile, c'est quand vous proposez, bien sûr, les élections prévues pour 2023, vous pensez que les meilleures élections pour la République démocratique du Congo pourraient être organisées en 2030, le temps de permettre au président Tshisekedi de pouvoir concrétiser ses promesses de campagne et son programme. La toute dernière phrase là, c'est peut-être ça vient de vous, le temps de permettre au président, non. J'ai tiré la sonnette d'alarme pour que l'on sache très bien que pour organiser de bonnes élections dans notre pays, il faut déjà penser à mettre la croix sur l'organisation de ces élections en 2023. Il faut déjà mettre une croix. Il y a des préalables pour la tenue des bonnes élections dans notre pays et je ne vois pas bouger un seul préalable pour que l'on dise que les choses avancent. Pour qu'on y arrive, il faudrait réunir 5 préalables qu'il faut faire avant qu'on arrive à l'organisation de bonnes élections. Le tout premier, c'est la sécurisation de ces élections. Lorsque vous voulez organiser les élections, il faut les sécuriser. Il faut bien les sécuriser. Pour moi, je pense, les bons entendements qu'on doit avoir, des bonnes élections, parce que j'attends les discussions par-ci, par-là, tout ça. Pour moi, les bonnes élections, ce sont des élections au cours desquelles les candidats sont libres de battre campagne là où ils veulent. Pas question des zones interdites. Les bonnes élections, ce sont des élections au cours desquelles les électeurs votent librement leurs candidats. Ce sont des élections où on ne va pas assister à des choses comme on l'a vécu dernièrement. Des exclusions, vous venez, non, vous n'entrez pas, restez à la frontière. Vous n'entrez pas. On vous exclut par votre adversaire. Non, ce n'est pas correct, ce n'est pas ça les bonnes élections. Les bonnes élections, ce n'est pas ce qu'on a vu dernièrement. Donc vous arrivez à Béni, comme avec l'actuel président Félix, il n'est pas à mesure de battre campagne, de prononcer ne fût-ce qu'un seul mot. Il est accueilli par des jets de pierre, il fuit. Ce ne sont pas des élections. Nous avons vu l'honorable Martin Fayoulou et l'honorable Eva Bazaïba dans le véhicule là en train de crier au secours à Lubumbashi. Non, ce n'est pas ça. Nous voulons les bonnes élections.
Les bonnes élections, ce ne sont pas des élections qu'on a vues là. Les gens se promenaient avec la tête d'un électeur, tout ça, tout simplement parce qu'il a bâti campagne pour tel et tel dans un coin interdit. Vous imaginez, si on ne prépare pas la question sécuritaire maintenant, avec tout ce qu'il y a comme rivalité sur terrain, qu'est-ce qui va arriver si on s'est précipité à organiser les élections au 23, en 2023? Non. Vous avez un autre exemple. Les jumeaux qui sont décédés dernièrement, à Kinzamvouete dans le Congo central, qu'est-ce qu'ils ont fait? Juste le fait qu'ils sont louba et d'avoir fait l'apologie de leur parti à Kinzamvouete, ils sont retirés dans un coin, brûlés vifs. On n'est pas aux élections. Que les gens n'oublient pas, on n'a pas une mémoire courte, je ne sais pas, prendre trop de temps pour vous rappeler Kabouina Sapo, etc. Donc, il faut sécuriser ces élections-là si on veut qu'elles soient les bonnes. Et pour y arriver, il faut au moins, en termes de moyens humains, 180 000 policiers. Et 180 000, on peut les trouver dans notre pays, 180 000. Mais si on prend tous ces 180 000 pour les affecter à l'organisation des élections, les SIAT et les sous-SIAT seront dépouillés. C'est pourquoi il faut procéder au recrutement. À l'époque, quand je fus au ministère de l'Intérieur, on l'a fait avec ces élections, à la hâte, à la va-vite. On a recruté et formé 12 000 à la va-vite. Et la conséquence, on ne pouvait pas les loger normalement et tout ça. Pourtant, il fallait 120 000. Il fallait 180 000. 180 000 et vous n'avez minimum fait que 12. 12 000. Vous voyez ce que ça fait. Donc aujourd'hui, comme on est dans un gouvernement où il y a tout le monde là-dedans, donc on ne sait pas parler le même langage, on ne sait pas mentir, on ne sait pas tricher. Comme c'est fait le cas en 2018. Donc là, on doit avoir 180 000 hommes, à défaut, laisser la communauté internationale s'en occuper. On va vivre les cas d'efforts ici, dans ces pays. On se rappelle bien. La présence de la communauté internationale pour sécuriser les élections, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, si l'on veut, la capacité ou les moyens que nous avons pour former, recruter et former ces policiers ne nous permettent pas de pouvoir dépasser 18 000 hommes. Nous ne pouvons former qu'au maximum 18 000 policiers l'an. Et si on veut atteindre 180 000, il nous faut 10 ans. C'est-à-dire, si on commence en 2020, ben on termine en 2030. Et si on commet une erreur de ne pas prendre en considération ce que je dis et de commencer en 2021, on est en 2031. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Les équipes existent, la structure existe, il y a des gens qui sont nommés pour ça, et que ça fait 2 ans qu'ils ne se sont jamais réunis et qui n'ont rien fait, et les gens sont dans la distraction. Donc, on prenne ça au sérieux. Deuxième raison, c'est les réformes électorales. Oui, on doit y travailler. Il y a un groupe de 13 qui circule, qui raconte... Et comment vous trouvez l'initiative des groupes? Oui, ça figure parmi les 5. Je trouve que non, c'est louable. Parce qu'ils ont compris que non, il faut qu'on se lève et qu'on se parle. Donc, il faut des réformes. Et donc, ces réformes... veulent obtenir le consensus autour de tout ce qui s'est fait autour des élections. Exactement. Alors, pour ces réformes, moi, je vois la révision de la loi électorale, même la loi organique de la CENI. Et si on reste dans la loi électorale, où on voit la révision de la loi portant sur le vote du président, et que ce vote qui doit revenir à 2 tours comme c'est fait dans le temps, vous comprenez que nous touchons directement à la Constitution. Il y a aussi d'autres articles qu'on va revoir là-bas au niveau de la Constitution. Par exemple, l'article avec la double nationalité. Et pour ça, après avoir touché à la Constitution, on ne laissera pas cette Constitution à l'apanage seulement du Parlement. Cette Constitution, la nouvelle, sera soumise au référendum. Et le référendum, c'est une élection qui demande et le temps et les moyens. Or, c'est une élection préalable à toutes les autres. Vous comprenez? Alors, pour que ce référendum-là soit organisé, nous passons à la 3e raison, c'est-à-dire la mise en place de la nouvelle équipe
de la CENI et ses exigences. Les exigences de cette nouvelle équipe de la CENI, c'est pouvoir nettoyer le fichier. Nettoyer ces fichiers pour organiser les arriérés électoraux et aussi nettoyer ces fichiers pour permettre l'organisation du référendum. Or, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour faire le nettoyage du fichier, l'équipe sortante nous demande ou a présenté au président de la République qu'il faut 400 millions de dollars. Les 400 millions de dollars avec les budgets actuels de la République démocratique du Congo, où l'on doit savoir que le budget de 4 milliards, de 5 milliards, nous dépensons 330 millions de dollars le mois. Le mois. Pour la paye et pour le fonctionnement. Et on n'arrive même pas pendant cette période avec cette équipe du Premier ministre Ilou Kamba. Impossible d'atteindre même 300 millions. Donc on ne peut pas dépenser plus de 10 millions pour le nettoyage du fichier par mois. Donc si on doit mettre de côté un peu d'argent, donc on pourra mettre 10 millions par mois. Pour atteindre 400, ça nous prendra 40 mois, c'est-à-dire 3 ans et 4 mois. Ce qui va faire que si on va commencer à économiser ou à mettre de côté en 2021, plus 3 ans, nous sommes partis en 2024 vers la fin là-bas. Donc si pas 2025. C'est là qu'on aura un fichier. Et ce fichier-là permettra, à partir de 2025, d'organiser les arriérés, locales et municipales, et aussi permettre à l'organisation du référendum. Et cela prendra 2 ans. Pour qu'on prépare ce référendum, nous aurons tous les terrains bien déblayés en 2027. Et à partir de cela, la 4e raison, c'est la raison financière. Donc il faut avoir des moyens pour organiser ces élections nous-mêmes. C'est là qu'on va vous parler des kits, de tout ce qu'on pourra faire, déploiement de matériel, etc. Et ces moyens-là, où est-ce qu'on va les trouver? Nous-mêmes, nous avons dit, nous allons financer les élections. D'où, à partir de 2027, on doit s'organiser pour pouvoir mettre de côté un peu de moyens pour y arriver. Je n'ai pas parlé de l'histoire de pandémie ou quoi. Non, ce sont des évidences, des choses réelles qui existent, même si on fonctionnait en temps normal. Donc, à partir de 2027, là, il faut trouver les moyens pour pouvoir organiser ces élections. Et là, il s'ajoute la 5e raison, c'est la participation à ces élections des Congolais résidant à l'étranger. Ils vont voter. Nous ne sommes pas plus Congolais que ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont en France et partout ailleurs, en Australie, non, aux États-Unis. Ce sont des Congolais, ils doivent voter. Si la fois passée, on les a exclus, ce n'étaient pas de bonnes élections, cette fois-ci, nous voulons de bonnes élections. Il faut donner la chance aux Congolais de participer, ils sont à l'étranger, qu'ils participent à la décision et à la bonne marche de leur pays. Donc, comprenez, ce n'est pas dans une année, dans 2 ans. Ils n'ont qu'à lire les archives de l'équipe sortante de la CENI, qui nous a présenté, nous étant au ministère, que, en tout cas, dans une année, il est pratiquement difficile de pouvoir organiser que ces Congolais qui sont à l'étranger puissent participer. Donc, vous voyez qu'on est parti pour 2 ans pour organiser ces choses. Nous sommes en 2029 vers la fin. On peut organiser, lancer la campagne et le reste. Et en 2030, les élections sécurisées, tout le monde est prêt pour participer. On vote et on est calme. Il n'y aura pas de discussion de légitimité et tout ça. Et on nous dit aujourd'hui que c'est un glissement qui est long. Un glissement jusqu'en 2030, un glissement de 7 ans. Qu'est-ce que les Congolais gagnent dans tout ça? Parce que il n'est pas question d'organiser les élections. Les élections ne sont pas une fin en soi pour ces pays, avec tout ce que nous avons comme problème. Lorsque l'on comprend que la Constitution nous dit que l'actuel président, pendant tous ces temps-là, restera en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Ce président, avec tout ce que nous aurons à encaisser en cherchant à organiser des élections, doit mettre à profit pour le développement de ce pays. C'est quoi? C'est lorsqu'on va commencer en 2020 à pouvoir recruter et former 18 000 hommes. Mais ces gens vont sécuriser le pays. Ils ne vont pas croiser les bras, rester là, les bras croisés pour attendre que non, il faudra qu'on travaille lorsqu'on arrivera en 2030. Non, ils vont sécuriser les personnes et leurs biens. Vous savez qu'après 5 ans, on aura combien? On aura 80 000 policiers de plus qu'on va ajouter, mais c'est le Congo qui gagne. C'est le Congo qui gagne. Et les gens vont vivre en paix. Il n'y aura pas de tracts qu'on va jeter par-ci, par-là, à Kasumbalesa,
à Machipicha. Non. Parce qu'il y aura des gens qui vont répondre, qui vont sécuriser les Congolais. Et c'est ce que les Congolais cherchent. Qu'ils vivent en paix, qu'ils soient sécurisés, qu'ils aient du travail, qu'ils soient en bonne santé, et tout ça, qu'ils vivent dans un pays moderne. Donc, je pense que les 7 ans, si c'était les 7 ans perdus, non, là, on regrette. Mais si ce sont les 7 ans pour arriver à des bonnes élections, pour qu'on décolle une seule fois pour toutes, vraiment, moi, je consens qu'on avance. Sinon, de faire des élections en 2023, et puis après, bon, on est encore dans la guerre, et on est à la recherche de la vérité des urnes, et on est soit dans les prestations de serment à la résidence, on est soit en pleine guerre ici, en plein centre-ville, ici, à Kinshasa. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On doit sortir de ce schéma-là. Que les gens comprennent ce que je suis en train de dire, c'est sérieux. Dans les 5 raisons que j'ai citées, il y a des responsables qui gèrent toutes ces situations-là. Le Premier ministre doit se mettre debout et prendre au sérieux ce que je suis en train de dire. Il y a toute une structure pour la gestion. Vous êtes d'accord que votre proposition ne fait pas l'unanimité? Si moi, c'est à prendre ou à laisser, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas, ok? Ceux qui ont glissé hier ne sont pas prêts à vous écouter. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je n'ai même pas discuté avec eux. Ceux qui ne veulent pas qu'ils fassent de la magie pour organiser des élections. En d'autres termes, vous dites à quelqu'un, messieurs, vous venez de m'apprendre que vous allez prendre le vol dimanche pour la Belgique. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Messieurs, pour que vous puissiez voyager, il vous faut avoir un passeport, vous devez avoir un visa Schengen, vous devez avoir le billet et vous devez vous déplacer, être à 19 h à l'aéroport pour prendre le vol pour aller en Belgique. Le monsieur vous dit, avec billet ou sans billet, je ne sais même pas là où c'est trop haut, on prend le visa. Dimanche, je serai en Belgique. Alors vous les laissez faire. Vous les laissez faire. Donc, ils peuvent être d'accord avec moi ou pas. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin qu'ils soient d'accord avec moi, mais qu'il lui reste. Ils vont se rendre compte que le président de la République n'y est pour rien. On va arriver à la date prévue. Et c'est comme ça, j'ai parlé à mes pères, hein, même à l'équipe actuelle. Je leur disais qu'on est devant une évidence qu'on ne pourra pas échapper. En 2016, il est pratiquement impossible qu'on aille aux élections avec la situation actuelle. Je me rappelle ces jours-là, on était à Essidé, au siège de l'honorable Martin Fayulu. Nous étions tous là-bas, en réunion. Je leur dis, c'est difficile. On a failli échanger toutes ces paroles avec Madame Thatcher. Je dis non, je vous dis que c'est impossible. Il n'y aura pas élection. Donc nous devons rectifier les tirs. Soyons pragmatiques. Soit nous prenons les armes et nous chassons Kabila. Là, nous allons organiser des élections nous-mêmes. Je ne pense pas qu'il est naïf pour se laisser faire. Lui qui a l'armée, nous ici nous n'avons pas l'armée, on va le faire partir. De l'autre côté, soit nous dialoguons avec lui, on se met d'accord, il y a un glissement, on se met ensemble, on organise les élections avec lui, et parce que nous avons la population avec nous, on va les battre, il va partir. Là, c'est une manière sage de le faire partir. J'étais difficilement compris. Et au finish, j'ai pris l'option d'aller participer au dialogue. Qualifié de traître par tout le monde, nous sommes allés arriver au dialogue. Moi qui vous parle, c'est moi qui ai pris la parole pour faire la motion, pour redresser l'ancienne majorité présidentielle, société civile et l'opposition, leur dire ce qu'on est allé faire là-bas à la Cité de l'Union africaine et ce que l'on doit faire. J'ai été accepté cette fois-là. On a fait, il y a un gouvernement. Hier, ceux qui ne me comprenaient pas, qui m'avaient qualifié de traître, ont décidé de dialoguer avec la même équipe, l'ancienne majorité présidentielle. C'est le dialogue de centre diocésain.
Aujourd'hui, suite au schéma que j'avais proposé, et c'est ce que je disais, nous avons l'alternance et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République. Qui aurait cru? Vous comprenez? Donc aujourd'hui, que mes amis de FCC l'acceptent ou pas, je sais que rester pendant 10 ans, 15 ans comme ça, tout ça, ça fait mal. On a hâte de revenir vite aux affaires, mais ils savent, ils ont le Premier ministre, ils savent ce que je suis en train de dire, qui se mettent au travail pour la sécurisation des élections. Il ne faut pas dire qu'on va faire à peu près, parce qu'à peu près là que nous avions fait, quand nous filmons là au ministère de l'Intérieur, c'était la même équipe qui dépendait de la logique du président de la République. Vous comprenez? Maintenant, c'est une autre équipe. On ne va pas faire les à peu près là, de prendre 12 000 personnes à la hâte où nous appelons Kimbuta pour lui dire non, écoute, toi, débrouille-toi notamment, tu vas prendre les gens, tu les mets là où tu veux, on les amène là-bas au bureau des TP, les autres la Fikine, tout ça en catastrophe. Non, ça ne se fera plus comme ça. Prenez ça au sérieux. Et quand je le dis, nos amis du FCC savent que c'est impossible de sortir 400 millions maintenant pour le nettoyage du fichier. Qu'est-ce qu'ils préconisent? Non, ce sont là le vrai débat. Ils savent que ce n'est pas dans une année, dans 2 ans, qu'on va régler le problème de la participation au vote des Congolais résidant à l'étranger. Non, c'est sérieux. Personne n'en parle. Et ils disent non, tout ça. Non, il faut chercher des solutions. Il faut chercher des solutions, c'est maintenant. Parce qu'on va arriver en 2023, il n'y a rien. Il n'y aura rien. Gardez cette émission. Et je vous prendrai à témoin. Il n'y a rien. C'est comme je venais de faire avec Ndeko Zulu. Je leur avais dit à son temps que le président Kabila ne va plus se présenter à l'époque. Non, les gens ont douté. J'avais dit à son temps qu'il n'y aura pas élection en 2016. Les gens ont douté. Finalement, on a eu élection en 2018. On m'a donné raison. Après, les gens regardent. Non, toi vraiment, toi... Non. Je sais que lorsqu'on réfléchit, on est en avance avec la communauté, avec ses compatriotes. On a toujours eu des problèmes. Je ne suis pas le seul. Galilée a été lapidé. Hein? Oui. Galilée dit aux gens que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Incompris tout ce monde en regardant le matin, il voit le Soleil sortir de là, aller de l'autre côté, il dit mais Galilée, toi tu es malade, toi. C'est après qu'ils se sont rendus compte que c'est après qu'ils se sont rendus compte que Galilée, aujourd'hui prix Nobel, c'est que Galilée disait, il avait raison, c'est effectivement la Terre qui tourne autour du Soleil. Il n'y aura pas élection en 2023, rien n'est fait, on a encaissé 2 ans de retard sans rien faire. Et avec la situation actuelle, on s'enfonce davantage, on se met à rigoler. Il y en a même qui pensent qu'il faut qu'on fasse le recensement pour que finalement on puisse connaître. Oui, le recensement combien va venir. sommes-nous dans ce pays? Exactement, dans ces méga pays, un pays continent, où on va faire le recensement. On va faire le recensement et ce recensement viendra après, à peu près vers la fin, là, 2025, etc. Donc le recensement, c'est après. Alors, quand vous dites aux autres, ils peuvent patienter avant de revenir au pouvoir, vous-même, vous n'êtes pas en quête d'un poste politique? Non. Vous savez, lorsqu'on nous propose, si le président me propose, je ne peux pas refuser. D'autant plus qu'occuper un poste politique, c'est une charge que l'on vous confie pour servir les autres. Je ne peux pas refuser. Si on m'appelle, je ne peux pas refuser. Mais ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de pouvoir chercher les moyens à donner à ces pays. Sachant très bien ce qui doit être fait pour que la République démocratique du Congo puisse bénéficier chaque année d'au moins 15 milliards de dollars propres provenant de son pays. Ici, pas à partir des exploitations ou des exportations connues jadis comme l'exportation de cuivre ou de cobalt, mais trouver d'autres canaux pour avoir 15 milliards de dollars chaque année. Les gens diront, mais on peut mettre cet argent pour l'organisation rapide des élections. Non. C'est mon argent, je vais produire cet argent
pour soutenir le chef de l'État, en fait, de construire la République démocratique du Congo. Les élections, ça va venir, débrouillez-vous à partir du trésor public. Les 15 milliards, on va faire. Et moi, je me dis, bon, si je suis en mesure de donner 15 milliards au pays, au président, l'institution président de la République, bon, c'est quoi un poste ministériel? Comment vous allez faire pour trouver les 15 milliards? Non, il y a des sources à exploiter qui sont connues mais qui ne sont pas exploitées. Il y a le secteur minier et le secteur agricole qu'il faut exploiter à bon escient. Et ça passe, on a cet argent, et l'argent qui est à notre portée, et ça ne nous prendra pas plus de 8 mois, on a cet argent entre nos mains. Mais c'est chaque année comme ça qu'on doit produire. Puis c'est 3 ans, ça fait 45 milliards, et on a un pays moderne. Alors, on va vider la question des élections avec évidemment le tribunal de grande instance de la Gombe qui entérine finalement la désignation de Ronsard Malonda. Alors, comment sortir de l'impasse sur cet épineux dossier de la désignation du président? Chacun campe sur ses positions. Les dossiers. Et les tentatives de médiation vouées à l'échec. Bon, finalement. Le dossier Ronsard, il faut oublier. Ah, il faut mettre dans les oubliettes? Il faut dans les oubliettes, tout ça. Il faut oublier. C'est mal parti, tout ça. Est-ce que le TGI Gombe est compétent pour juger les histoires administratives, les procès verbaux, tout ça? Et les conseils d'État dans tout ça? Je ne vais pas entrer dans des conflits de juristes, tout ça. C'est une question purement de droit. Mais je ne vois pas la compétence dans ces histoires-là. Mais la réalité est que le peuple a refusé. Et le président s'est soumis. Et c'est ça. Mais le président a dit qu'il n'est pas s'immiscer dans l'histoire de la justice. Donc mais il ne s'est pas mixé, mais il a écrit bien avant que ce TGI puisse aller. Et puis, bon, vous voyez un peu ce que ça fait. Donc, comme tout le monde ne veut pas, eh ben, les lois et les jugements sont rendus au nom du chef de l'État, qui est à la recherche de la paix. Dans cette histoire, on sait comment on va aboutir ça. Et c'est parmi les éléments qui soutiennent davantage ma thèse, qui nous fait voir qu'il est impossible de penser aux élections en 2023. Parce que je vous ai dit, la troisième raison, c'est la mise en place de la nouvelle équipe de la CENI. Oui. Et ça va traîner. Les confessions religieuses, le temps qu'ils se mettent d'accord, ceux qui soutiennent la thèse de Malonda, ils sont là en train de soutenir que Malonda, tout ça coûte que coûte, puisse venir. La population qui ne veut pas et les autres qui ne veulent pas, voyez comment ça va prendre. Inutilement, ça va nous prendre du temps. À part Malonda, c'est le bureau complet de la CENI qu'il faut. Là encore, ça sera un problème. Des gens qui seront désignés pour travailler avec Malonda. À part le bureau, il y a tous ceux qui ont travaillé à la CENI, tous ces personnels-là qu'il faut chasser. Donc il faut un recrutement et permettre aux Congolais de concourir. Parce que ce n'est pas une carrière qu'ils vont faire là-bas. Donc on n'a plus confiance. Il y a des gens, des informaticiens qui tripotent, des gens de la logistique, tout ça. Vous voyez, ce n'est pas normal. Il faut organiser un concours responsable pour engager des Congolais. Même eux là qui étaient là, ils peuvent également concourir. Mais s'ils sont performants, bon, ils vont démontrer de quoi ils sont capables. Ils peuvent être maintenus. Mais il y aura ces concours-là. Vous voyez que pour avoir une nouvelle équipe solide, partant du bureau au personnel, qui va travailler avec la nouvelle équipe, ça va prendre du temps. Mais si au niveau du bureau déjà, pour mettre en place le bureau, ça traîne et les choses tirent à longueur comme ça, croyez-moi, on risque de quitter 2030 et d'arriver même en 2032 sans élection. Alors, vous parlez de mobilisation de fonds pour permettre au président de la République de réaliser évidemment son programme. L'inspection générale des finances, l'IGF, signale des actes de mégestion documentés au ministère de la Santé et à la Banque centrale du Congo, promet de saisir la justice dans la gestion des fonds loués à la Covid. Comment vous-même vous avez jugé cette riposte à la Covid-19? Oui. Au regard de tout ce que
on révèle maintenant par rapport à cette gestion des fonds? La gestion, si elle est mauvaise, vous savez pourquoi je dis que je dois soutenir le président de la République? Vraiment, lorsque quelqu'un vous ramène à un état de droit, on doit en être fier. Il vous a dit, et j'ai beaucoup aimé, et j'aime très souvent lorsque on fait passer ces spots-là, il est dit à Lingala, même si vous avez un maï nangaï, qui est au saliboye, justice et tchoma boko, ah, au kende kaka. Vous comprenez? Donc nous sommes dans un état de droit, on doit mieux gérer le bien public, l'argent de l'État. Si ça a été mal géré et que les preuves sont là, bien documentées, mais la justice doit faire son travail. Partout, pas seulement au niveau de la santé, mais partout. De deux, c'est la deuxième question, la sous-question, comment j'ai trouvé la riposte. Oui. C'est vrai, je suis toujours mal compris. Hein. Quand je disais que non, écoutez, la médecine traditionnelle a un rôle à jouer. Et nous sommes africains et on est dans une zone tropicale. Il y a la pharmacopée congolaise qui nous apprend comment lutter contre la grippe. Parce que la Covid, c'est une grippe. Les gens ne m'avaient pas compris. Mais Dieu merci, les quelques-uns qui ont compris que non, il fallait prendre Congo Bololo, ils ont pris. Et on est résistant. Vous constatez que les gens arrivent même à dire que non, au Congo, cette histoire de Covid n'existe pas. Non, la Covid existe. La Covid a fait des morts. Dieu merci, le président de la République a été clairvoyant de pouvoir annoncer et insister sur le respect des gestes barrières, arrêter, fermer toutes les frontières, et faire tout ce qu'on a fait. Oui, mais il ne fallait pas mettre de côté la pharmacopée congolaise qui existe déjà. On ne pouvait pas commencer à trembler et dire quoi que ce soit. Ben, moi, j'avais pris, j'ai juré que non, ça n'arriverait pas chez moi et dans mon entourage. Ce n'est pas arrivé, nous avons pris. Et ben voilà comment ça nous a aidés. Ça nous a aidés. Il y a un ministre qui m'a compris aussi. Il est en fonction, il a pris. Et ok, testé positif, mais c'est rien. Il est là, il continue à bosser. Vous comprenez? Donc, il faut faire confiance à ce que nous savons dans certains domaines. On n'est pas des génies, mais on peut quand même dire quelque chose. Après, lorsque on a commencé à suivre un peu partout, les gens soutenir l'idée de prendre la chloroquine. Mais je vous ai dit, mais cette chloroquine-là, ça provient d'une plante. Cette plante-là, vérifiez si elle n'existe pas en RDC ou des produits similaires. C'est comme ça qu'on peut raisonner. Donc, si on a mal géré l'affaire et qu'il y a une malversation financière quelque part, la justice doit sanctionner les responsables. J'ai suivi qu'il y a des gens qui ne sont pas payés, ainsi de suite, l'argent détourné, le ministre de la Santé vous dit que non, sur autant d'argent sorti, moi je n'ai vu que tout ça et le reste, qu'on justifie. Ah, qu'on justifie et que la justice fasse son travail. Donc, on est dans un état de droit, on doit sévir et ceux qui ont pris l'argent de l'État congolais prévu pour la Covid doivent répondre de leurs actes. Il faut boucher, il faut fermer toutes les vannes là où coulent les recettes, où on dilapide les fonds du contribuable congolais. Les pays perdent 5 milliards de dollars chaque année dans des exonérations injustifiées. Ça, c'est encore l'inspection des finances. Comment comptez-vous au niveau de la coalition? Parce que vous venez de nous révéler d'ailleurs qu'au niveau de la coalition populaire, vous comptez mobiliser 15 milliards. Comment comptez-vous accompagner le gouvernement dans ces freinages de coulage des recettes? Dans la dénonciation. Nous, on va dénoncer. D'abord, encourager ceux qui sont habilités à faire ce travail comme l'IGF d'aller de l'avant. Donc, que l'inspecteur général sache que il y a des Congolais derrière lui qui soutiennent le travail qu'il est en train d'abattre. Parce que jadis, on était dans une société des intouchables. Je me rappelle à son temps que les mêmes révélations, j'avais dit
au président honoraire Joseph Kabila, en plein conseil des ministres. Tous les ministres qui me suivent aujourd'hui sont témoins. Je l'ai dit, ce qui vient de répéter là, que je savais, Excellence, Monsieur le Président de la République, là où il y a l'argent dans ces pays. Et au président de me poser la question, l'argent, j'ai dit oui, vous avez créé une cellule de crise qui est dirigée par votre directeur de cabinet Néhémie, c'est bien, mais moi je vous suggère de pouvoir ramasser ou récupérer l'argent qui est ici dans le pays. À ce moment-là, vous prenez cet argent, vous mettez à la disposition de la cellule de crise toutes ces intelligences. Ces gens savent qu'est-ce qu'il faut faire avec l'argent. Il y a plein de projets dans ces pays, il y a plein de têtes savantes dans ces pays. Dès que vous leur donnez l'argent, ben, ils vont transformer en un clin d'œil ce pays. Moi, je sais, Monsieur le Président, là où il y a l'argent, il me posait là la question, est-ce que tu as parlé au ministre Yav? J'ai dit, il est devant moi. Il est là. Plus de 3 fois, il est là. Il me dit, est-ce que, si lui n'a pas écouté, vous avez parlé à Néhémie? J'ai dit, Néhémie, mais regarde, il est en face. Il est là. Je lui ai dit. Il dit, mais si lui n'a pas écouté, et le Premier ministre? Il dit, le Premier ministre est là à Tchibala. Je l'ai vu plus de 3 fois, je lui ai dit ça. Je sais là où il y a l'argent. Comme ils ne veulent pas prendre, Excellence, autorisez que moi je prenne pour mon compte. Parce qu'ils ne veulent pas. Il y a l'argent à ramasser. Aujourd'hui, ce que l'inspecteur est en train de dire, c'est une réalité. Donc, nous les soutenons dans la démarche. Il n'est pas seul. Il a des Congolais derrière lui. Deuxièmement, que ça ne doit pas s'arrêter seulement aux exonérations. Il y a des gens qui ont pris de l'argent au niveau de FPI là-bas, qui sont prêts à remettre, mais il n'y a personne qui les bouge pour qu'ils récupèrent. Ils doivent remettre l'argent qu'ils ont pris. OK? Il y a des projets et des éléphants blancs et tout ça qu'on n'arrive pas à justifier. Il faudrait qu'on nous montre cet argent-là. OK? Donc, j'ai fait allusion à Boukan Alonso. J'ai fait allusion à l'argent de Gopas, ici. Ben, qu'on nous dise, c'est où il y a des enquêtes qui ont été menées lorsque nous filmons au Parlement. Et il y a des recommandations qu'on récupère cet argent-là. Si on récupère, ça ne pose aucun problème. Deuxièmement, comment soutenir le président dans cette démarche-là? C'est dans la dénonciation. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que dans la province du Haut-Katanga, à Kambov, un groupe d'étrangers expatriés chinois se permettent d'exploiter, j'ai dit d'exploiter, cuivre et cobalt avec juste un simple permis de recherche, procéder à une exploitation industrielle au vu et au su de tout le monde. Allez-y comprendre. Que fait le ministre des Mines? Que fait le ministre des Mines? Où est la part du gouvernement? Des millions et des millions sont en train de partir. Et nous disons, non, écoute, on n'a pas d'argent. Nous allons dénoncer à haute voix, impliquer, parce que je l'ai fait moi-même, hein, jusqu'à le voir, nous dire, non, écoutez, voilà ça. Même si on était dans un pays sans maître, est-ce qu'on peut tolérer ça? Qui peut aller faire ça en Chine comme ça? Voilà les images. Ah oui, c'est extrêmement grave, on va les faire. Sécuriser même pour, présentement, au moment où je vous parle. Les agents ne sont pas même pas en mesure d'arriver là-bas. On est où là? On est où? C'est ça, comme il y a une structure qui est mise en place pour lutter contre la corruption, parce que ces gens ne peuvent pas être laissés comme ça, en train de piller le pays, au vu et au su de tout le monde, et que personne n'intervienne. Soit ils ont été corrompus, soit ils sont complices, ils sont auteurs de ce que les autres sont en train de faire. Donc ce n'est pas normal. Donc c'est des cas comme ça qu'on va dénoncer, qu'on va mettre devant le juge, devant la justice, pour que ces responsables tous soient interpellés. Vous venez, vous voulez acquérir ou avoir une charge pour servir le pays en tant que ministre, en tant qu'ADG, en tant que PDG ou je ne sais qui, PCA. Oui, venez le faire correctement. Venez le faire correctement pour que le pays avance. Ce n'est pas de cette manière-là. Donc, le coulage de recettes,
là où on a l'habitude de faire échapper l'argent au trésor public, la coalition nationale populaire a les yeux grandement ouverts pour dénoncer et permettre à ce que ça soit bouché. Là où le gouvernement n'est pas au courant de ce qui doit être fait, comme je vous ai parlé des 15 milliards là, le gouvernement n'est pas au courant. Hein, le gouvernement n'est pas au courant. Je peux les laisser même 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils ne le feront pas. J'ai suivi lorsqu'ils se sont réunis pour réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent avoir de l'argent. Ils n'ont jamais touché à ça. Mais vous regarderez que ma proposition a été vite adoptée par le Parlement libanais. Tous ceux qui ont des problèmes d'argent, ils font ce que moi je propose. Je me dis, est-ce qu'il y a un problème? Il y a trop de politologues, je ne suis pas contre les politologues, des philosophes, des gens, des juristes, tout ça. Vraiment, nous avons... Moi, j'ai fait les sciences exactes. Et j'ai une façon de raisonner qui est autre. Je n'arrive pas à comprendre. L'argent est là dans le pays. Prenez l'argent, travaillez pour réaliser le projet. Les gens ne veulent pas. On préfère plutôt prendre l'argent pour soi et pour ses poches. Alors, vous avez, en évoquant Boukangalonzo et d'autres projets, essayé de fournir dans le passé. Du coup, avant de terminer cette émission, revenons quand même sur le Diamant Gate. Comment l'affaire s'est terminée, l'affaire du diamant? C'est une triste affaire. Cette histoire, sur le plan pédagogique, ça a aidé. Parce que lorsqu'on n'est pas négociant, on doit éviter de pouvoir toucher à des matières précieuses, ni aller se promener comme ça au niveau du centre d'expertise là-bas. Sur le plan pédagogique, ça a aidé, mais sur le plan financier, c'est une histoire floue. Vous comprenez, parce qu'on n'a pas permis au service de renseignement qui voulait retracer les choses, qui voulait connaître très bien les faits. Le dossier a été un peu brouillé et aujourd'hui, on est seulement frustré de voir que cette province est la province la plus reculée, la province de Sankourou, de toutes les provinces, c'est la province la plus reculée. Donc il n'y a rien, il n'y a rien. C'est des richesses comme ça qui peuvent faire avancer la province, mais c'est triste. Donc c'est une histoire déjà terminée. Et, à ce qui me concerne, je suis en bon terme avec le grand frère, l'honorable Lambert Mende, tout comme avec tous les aînés de mon coin. Je suis bien avec eux. On a passé l'éponge pour regarder de l'avant. Et ceux qui se reprochent de n'avoir rien fait pour le développement de ces provinces, bon, sont en train de se mordre le doigt, de pouvoir regretter parce que les années passent. On n'est pas là éternel, on passera, mais l'histoire va continuer à nous juger. Et je pense que cette histoire, la page est tournée. Voilà. Allez, nous, on va bien sûr boucler la boucle dans quelques instants. On va vous accorder la parole pour le dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir. Merci beaucoup, Salomon. Merci vraiment. J'ai toujours été très fier de ce que vous faites comme travail. Aujourd'hui, vous avez posé des questions pertinentes pour savoir ce que j'ai pensé réellement. Donc, les téléspectateurs doivent savoir que le FCC plateforme électorale a été dissous sans, je peux le dire, dissous en catimini, vraiment sans qu'on fasse trop de bruit. Et c'est là que je me retrouvais, malheureusement. Et les amis sont allés créer un regroupement politique appelé aussi FCC qui porte la même dénomination, avec le même coordonnateur, même autorité morale. Donc je ne suis pas dans cette histoire-là, pour ne pas dire je ne suis plus dans cette... Non, je n'ai jamais figuré dans le FCC regroupement politique. Je ne suis pas dans cette histoire-là.
Et le fameux FCC qu'on était jadis, la plateforme électorale, là où je figurais, là où je suis cofondateur, cette histoire n'existe plus. C'est déjà fini. Et je suis dans une structure qui soutient le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La structure s'appelle la Coalition Nationale Populaire. Nous les soutenons pour faire avancer le pays. Nous les soutenons pas pour aller flatter un poste quelconque. Nous les soutenons parce que le Congo et les Congolais doivent bénéficier. J'ai également parlé des élections en 2030. Oui, se réfléchit, c'est en 2030. Je sais que ça fait mal aux autres de voir qu'on avait déjà commencé à prendre l'élan 5 ans après, 7 ans après, et maintenant ça va faire 10 ans après, mais c'est pour avoir les bonnes élections. Mais si on veut des élections bâclées, ben on peut aller en 2023. Mais si c'est pour de bonnes élections, on est parti pour 2030. Les raisons ont été avancées. Quant à ceux qui peuvent faire bouger et appliquer ces raisons-là, vous avez de la matière, mettez-vous au travail, que ce soit le gouvernement, le Parlement, les confessions religieuses, le parti politique, la population elle-même et le président de la République. Nous devons nous mettre au travail si nous voulons que la durée du glissement, comme on a l'habitude de le dire, la durée du glissement ne soit pas de 7 ans. Si nous voulons qu'on ramène, comme j'ai suivi les gens qui m'ont appelé, non, pourquoi vous ne pouvez pas ramener à 2 ans? Non, ce n'est pas moi. Je vous ai seulement donné les réalités, ce n'est pas moi. Non, tout ça. Si vous voulez qu'on ramène un peu à 2027 ou 2026, mais nous devons nous mettre au travail. Voilà. Votre réflexe de journaliste vous a rattrapé, donc vous avez complètement résumé cet entretien. Merci à vous et à très bientôt pour un nouvel invité sur Nyota TV. Merci encore. Merci.